Merci beaucoup, Catherine. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, notre présentation, ce qu'on vous propose, c'est un premier état des lieux, en fait, du développement inclusif par le genre, parce qu'on va faire avec vous, c'est dresser un portrait des sources de données internationales et institutionnelles qui sont existantes et relativement accessibles au sujet du développement inclusif. Et pourquoi on a choisi de faire ça? C'est vraiment pour s'outiller à l'Observatoire et avec nos partenaires pour pouvoir mieux nous saisir justement de cette problématique de l'égalité et pouvoir participer concrètement aux enjeux et aux défis qui en découlent. Et on a choisi de faire ça, si on veut, avec pour pouvoir atteindre des objectifs relativement précis, répertorier les sources de données qui sont existantes parce que on va pouvoir le décliner le plus en détail tout à l'heure. Catherine nous en a déjà parlé un peu en ouverture. La nécessité des données pour pouvoir comprendre les enjeux, mais aussi développer des pistes d'action qui vont dans la voie de la résolution. On a cherché aussi avec Zora à analyser précisément les caractéristiques des données qui sont disponibles, les lacunes, pour pouvoir vraiment identifier quels sont les angles morts dans la couverture des dimensions inégalitaires qui sont persistantes, en particulier dans les secteurs clés qui nous intéressent à l'Observatoire, dont Catherine vous a parlé, les milieux économiques, les systèmes éducatifs et le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est donc une présentation qui va nous amener à mettre la table, si on veut, pour cerner certains des enjeux clés qui sont au cœur de la mission de l'Observatoire pour le développement inclusif par le genre. Alors, je vais y aller rapidement pour clarifier la problématique en introduction sur la nécessité de ces fameuses données sur le développement inclusif. Je survole vraiment rapidement la démarche méthodologique pour vous présenter les principaux indices et indicateurs du développement inclusif par le genre qu'on a répertoriés dans la littérature. Et ensuite, c'est Zora qui va prendre la relève pour présenter le cœur de l'analyse, c'est-à-dire les caractéristiques, les limites de ces fameuses données internationales, ce qui va nous amener en dernière portion à dresser si on veut, un portrait, c'est pour ça qu'on parle aussi d'un premier état des lieux du développement inclusif. Donc, quelles sont les tendances globales en matière d'inégalité de genre dans nos fameux 3 secteurs clés? Puisque grâce à cette recherche sur les données disponibles, ça a été possible pour nous de dresser ce premier portrait. Donc, comme je vous disais, au niveau de la contextualisation, de ce premier état des lieux. Je pense qu'on l'a très bien saisi tout à l'heure avec Mme Kouassi-Yao. Il y a un certain consensus, je dirais même un consensus certain dans la communauté internationale, à savoir que l'égalité de genre, c'est non seulement une fin à atteindre, mais c'est aussi un moyen pour l'atteindre des ODD, ce qui a amené toute une série d'acteurs, d'actrices publiques, privées à développer des outils, des programmes, des plans d'action en faveur de l'égalité. Or, et je n'ai pas besoin de vous convaincre ici, je pense qu'on est devant plusieurs personnes, des groupes qui sont sensibilisés. Nous savons pertinemment que les inégalités, les discriminations envers les femmes et les filles sont persistantes, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Et l'OFDIC va précisément s'inscrire dans cette problématique avec la mission que je ne vais pas vous répéter, mais qu'on a bien mise en évidence avec Catherine. Mais ce que je voulais peut-être souligner ici, c'est l'aspect du genre à l'OFDIG qui est non seulement la préoccupation, ou en fait l'objectif de pouvoir décompter ou de pouvoir identifier les discriminations envers les femmes, mais aussi d'intégrer de manière transversale la dimension de genre dans nos analyses du développement inclusif parce que nous sommes convaincus que c'est ce qui va permettre d'aller davantage justement à la source et aux effets des inégalités femmes-hommes pour les modifier plus durablement et plus profondément. Pour œuvrer justement dans le sens de ces transformations, on considère que les données sont nécessaires. Le problème, c'est que parmi les données qui sont disponibles, on répertorie, comme je vous disais avec Zora, on va le travailler plus en détail, mais rapidement, on répertorie des multiples lacunes. On a des problèmes, les données sont limitées, non harmonisées, très difficilement accessibles. Que ce soit au plan qualitatif, on manque littéralement de données pour mesurer les différentes dimensions. Au plan qualitatif aussi, mais les données auxquelles on a accès présentement, souvent on se rend compte que ça ne traduit pas fidèlement la réalité et que ça peut également sous-estimer les rôles et les contributions des femmes. Bref, si on n'a pas des données qui sont fiables, on se retrouve dans l'incapacité, ou en tout cas, on manque de moyens pour pouvoir brosser le portrait sur le terrain
des régions de la francophonie, mesurer aussi l'impact réel des programmes. Avec notre conférencière d'ouverture, Mme Kwasi Yao, on a bien compris, hein, un des succès de l'approche en Côte d'Ivoire, c'est aussi d'être capable de mesurer les effets du compendium. Mais pour être capable de faire ça, on a besoin de données fiables sur le terrain dans toutes les dimensions de la francophonie. Et je vous donne justement ici là, quelques exemples parce que à l'Observatoire, on l'a travaillé depuis la dernière année pour pouvoir problématiser ces enjeux-là comme étant ce qu'on appelle des dimensions invisibilisées du développement inclusif par le genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste dans l'ombre quand il nous manque ces fameuses données? Et je trouvais ça important de vous donner quelques exemples assez concrets. Si je vous dis la triple journée des femmes, famille, travail, service à la communauté ou tout l'univers du soin ou du care, mais tout ça, ça va échapper, entre autres, aux politiques d'embauche des employeurs ou encore aux différentes initiatives de promotion dans tous les milieux dans lesquels les femmes sont actives. On peut penser également au retard dans la carrière des femmes, entre autres l'absence dans les postes de responsabilité dans les universités, le manque de financement accordé aux femmes en recherche ou encore les embûches dans l'accès aux différents postes de direction. Ce sont encore là des dimensions où nous manquons de données, donc des dimensions qui peuvent rester invisibilisées. Ou enfin, troisième exemple, tout l'univers des contributions que les femmes apportent à l'univers des économies sociales solidaires, économies de proximité, qui vont rester bien souvent méconnues. On peut penser aussi à un autre aspect négligé, tout l'impact des violences de genre sur la participation des femmes et des filles au secteur clé du développement inclusif. Donc, voici des illustrations concrètes de ces dimensions invisibilisées du développement inclusif auxquelles on souhaite s'attaquer. Un autre élément qui nous apparaît important cet avant-midi, de clarifier ou en tout cas de vous présenter concernant la contextualisation, c'est notre posture ontologique et épistémologique, c'est-à-dire cette posture qu'on a choisi d'adopter à l'Observatoire. Notre point de vue en est un qui est situé, féministe et décolonial, axé sur le genre comme rapport social, c'est-à-dire un rapport qui est façonné par et qui façonne lui aussi d'autres rapports qui vont structurer les sociétés, notamment des rapports de classe, de race, d'ethnicité et d'âge. Et les inégalités qui entravent le développement inclusif ne peuvent être comprises dans une telle approche, ni corrigées sans que nous prenions en compte le fait que ces inégalités sont façonnées par des rapports de pouvoir. Et il s'agit en outre de prendre en compte que ces relations de pouvoir génèrent des catégories d'exclusion qui s'intègrent dans le contexte des rapports inégalitaires nord-sud et des inégalités systémiques dans le système monde. Enfin, ça implique également de pouvoir adopter une posture qui est réflexive au plan épistémique, c'est-à-dire à l'Observatoire, dans l'équipe, de vraiment être en mesure de valoriser les savoirs, les expériences des femmes et des féministes des Suds, et de prendre en compte aussi les inégalités, non seulement entre les femmes et les hommes, mais les inégalités entre les femmes elles-mêmes. Et ça, cet après-midi, vous allez le travailler. Catherine va pouvoir le travailler et en discuter dans leur atelier. Puis je suis certaine qu'on va l'aborder aussi dans la table ronde. Donc, c'est cette approche conceptuelle là, sur laquelle on s'appuie à l'Observatoire, je dirais approche aussi épistémologique et ontologique, et qui nous a servi avec Zora aussi dans l'analyse de nos résultats dans le premier état des lieux. Je ne vais pas détailler la méthodologie, on aura une période de questions, vous pourrez nous questionner là-dessus et vous pourrez aussi consulter pour celles et ceux qui sont des fervents de la métho et qui sont curieuses du processus qu'on aura adopté. Il y a le cahier de recherche qui va être publié dans les prochaines semaines, vous pourrez vous référer. Mais bref, on est allé vraiment dans une recherche exploratoire, c'est-à-dire on se positionnait avec Zora comme étant des expertes ou des praticiennes du développement inclusif. Et on se dit, si on cherche dans les bases de données, si on cherche sans avoir accès nécessairement à des plateformes payantes, mais c'est-à-dire qu'est-ce qui est pour le commun des mortels, qu'est-ce qui est accessible en matière de données pour le développement inclusif par le genre. On voulait vraiment mettre la table à ce niveau-là et mieux comprendre quelles sont justement les caractéristiques de ces données-là. Donc, on y est allé avec une approche qualitative comparative. Au final, on a retenu
une liste restreinte de 44 résultats qui étaient vraiment redondants et 19 rapports ou études sur les inégalités de genre qui comportaient des données primaires et secondaires, données qu'on a analysées en 2 phases pour relever justement ces indices indicateurs et deuxième phase d'analyse vraiment qualitative pour mieux comprendre les manques éventuels de ces données-là. Ça nous a amené aussi à faire tout un travail terminologique pour mettre à plat là, différents éléments, mais que je ne présenterai pas en détail parce que j'ai vraiment gardé du temps pour les éléments que Zora va vous présenter. Rapidement, on a retenu dans le cahier de recherche, il y a plusieurs indices et indicateurs. Je vous présente ici juste les principaux. Peut-être d'ailleurs que vous avez l'occasion d'utiliser dans vos propres pratiques ou vos propres recherches. D'une part, le fameux indice de développement de genre, l'IDG du PNUD, qui est, grosso modo, un IDH, l'indice de développement humain que vous connaissez peut-être, auquel on va appliquer une comparaison homme-femme, c'est-à-dire qu'on va tenir en compte la différence entre les femmes et les hommes au niveau de 3 indicateurs: espérance de vie à la naissance, taux d'alphabétisation, scolarisation et niveau de vie estimé qui se base sur l'estimation des revenus. 15 ans plus tard environ, le PNUD a développé un deuxième indice en 2010, qui est l'indice d'inégalité de genre, qui là va quand même pas mal plus loin. C'est un indice composite qui tient compte de 3 aspects qui sont vraiment cruciaux dans le développement humain: santé reproductive, qui est mesuré par le taux de mortalité maternelle et taux de natalité des adolescentes, l'autonomisation des femmes, qui lui est mesuré de manière relativement restreinte par la part des sièges parlementaires et le niveau d'éducation secondaire, et le statut économique, qui lui aussi est mesuré de manière, vous allez le voir, relativement restreinte, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la participation au marché du travail et qui est mesuré par le taux d'activité de la population active chez les femmes et les hommes de 15 ans et plus. Un autre indice qu'on retrouve dans plusieurs des publications, celui développé par le Forum économique mondial, le Global Gender Gap, qui va mesurer l'écart entre les femmes et les hommes dans des dimensions clés: santé, éducation, économie et politique. Et si on regarde la dernière publication de 2022, c'était calculé, estimé pour 146 pays. D'autres indices qu'on retrouve de manière fréquente dans la littérature, on a l'OCDE qui a développé une mesure pour être capable de noter dans les différents pays de l'OCDE, mais au-delà également, noter dans quelle mesure les programmes qui sont mises en œuvre en faveur du développement, dans quelle mesure ça va cibler l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Et ces marqueurs vont couvrir 69 pays maintenant, et on a différents niveaux, c'est-à-dire qu'on est capable d'évaluer des programmes qui vont viser principalement l'atteinte de l'égalité femmes-hommes dans les objectifs de développement. Deuxième niveau qui va, lui, pouvoir qualifier des programmes dont le genre est un des objectifs importants, mais pas nécessairement le principal objectif. Et encore des marqueurs zéro, c'est-à-dire pour mettre en évidence les programmes de développement qui ne visent pas spécifiquement le genre comme étant une des dimensions. On a retenu aussi avec Zora un indicateur qui provient de la société civile et qui s'intéresse aussi aux ODD. Et là, ça fait écho à des dimensions qui étaient soulevées aussi dans la présentation en conférence d'ouverture autour de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Un indice composite vraiment intéressant qui nous fournit justement un aperçu de la situation au niveau global et qui va englober, grosso modo, 56 indicateurs et qui touche 14 des 17 objectifs de développement durable. Et on va pouvoir peut-être y revenir un petit peu plus tard avec Zora, à qui je vais passer la parole pour la suite de la présentation et qui va pouvoir vous entretenir justement des caractéristiques de ces fameuses données pour toucher aux lacunes qu'on a répertoriées. Donc, merci beaucoup, Marie. Donc, je prends la suite pour vous présenter un peu les résultats de nos recherches. Donc, la section 3 va aborder les caractéristiques les plus évidentes des sources des données qu'on a identifiées, tout en soulignant les manques finalement à combler et qui va rester finalement à l'OFDIG d'essayer de combler dans les prochaines années. Donc, on commence par les caractéristiques et les limites des données internationales. Donc, il faut savoir que notre corpus était constitué de sources variables, majoritairement institutionnelles, mais on a pu tout de même dégager des traits spécifiques et des caractéristiques communes sur lesquelles les institutions internationales se basent pour fonder leurs analyses et créer des indicateurs et des indices. Donc, il sera question un peu plus loin des faiblesses. Donc, on va commencer par les caractéristiques.
Donc, sans plus attendre, l'une des premières caractéristiques, c'est justement que les sources institutionnelles sont majoritaires. Même dans les études et les rapports faits par les ONG, elles utilisent régulièrement les indices justement effectués par les grandes institutions comme l'ONU, le PNUD, ONU Femmes, l'UNESCO, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne, le Forum économique mondial ou encore la Banque africaine. Une autre caractéristique, c'est que justement, ces données sont rédigées par des chercheuses et des chercheurs sous l'égide d'institutions. Donc, en fait, les institutions, elles semblent mandater la communauté scientifique pour se saisir justement des problématiques du genre. Autre point commun qu'on a pu trouver, les indices globaux qu'on a répertoriés intègrent toujours l'économie ou l'autonomisation. Donc, toutes les mesures d'égalité de genre rencontrées, elles incluent un indicateur économique et ou d'autonomisation, ce qu'elles appellent le bien-être, le développement ou encore le progrès. Pour ces rapports-là, relèvent implicitement d'une dimension économique, donc selon ces rapports-là, donc ce qui peut être contestable dans une perspective critique. Cependant, la difficulté d'appréhender certaines variables pousse finalement le calcul à l'indice à tabler sur des variables économiques parce que ce sont souvent les variables économiques qui sont les plus faciles d'accès pour différents pays. Autre caractéristique, on constate enfin qu'il y a eu dans les dernières années beaucoup d'ajouts récents d'indicateurs de genre ou de dimension ou de pays. La littérature parcourue fait état de plusieurs ajouts récents dans les mesures de données sur les inégalités de genre. Par exemple, l'UNESCO ou encore le Forum économique mondial est passé de 102 pays à 146 pays, comme si la problématique des genres était de plus en plus importante pour ces grandes institutions. Donc, qu'en est-il maintenant des manques, identifiés à la fois par les auteurs de ces rapports, mais aussi par nous-mêmes après analyse. Donc, la première lacune identifiée, ce sont qu'on a été confronté à des données fragmentaires et insuffisantes. Rappelons en effet que parmi les ODD, plus de 70% des données de 58 indicateurs liés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes sont manquants selon le PNUD. Il existe donc un important besoin de données quantitatives, donc pour décrire de manière plus précise la situation des femmes, et qualitatives pour ne pas sous-estimer leur rôle finalement. Donc toujours selon le PNUD. Notons aussi que certains rapports nous relatent que le coût de la collecte et de la production des données sur le genre est également à prendre en considération pour expliquer ce manque de données sur le genre. Ensuite, un autre manque, c'est qu'on a été confronté à certaines données qui étaient payantes et que l'on a considérées comme non accessibles. Donc, au moment du recensement des études, certaines, principalement issues de l'OCDE, étaient verrouillées. Donc, verrouillées, on les a considérées comme non accessibles parce qu'elles étaient non gratuites. Donc, ce qui relève pour nous d'une lacune d'accessibilité. Autre lacune, selon nous, certaines régions étaient écartées. Donc, dans notre premier état des lieux, il nous est apparu rapidement que les données étaient plus facilement accessibles pour certaines régions de l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, qui sont les régions les plus souvent citées. Cela occulte nécessairement d'autres régions, mais même au sein des grandes régions comme l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, certains pays étaient moins illustrés que d'autres. Par exemple, on avait plus d'informations sur le Maroc que sur l'Algérie, par exemple. Autre lacune, on s'est aperçu rapidement qu'on avait beaucoup de données économiques, mais très peu sur la recherche sur l'université. Donc, concernant le type de données et les secteurs mis en lumière, on a été vraiment frappé par la relative facilité avec laquelle les données sur les disparités de genre étaient trouvées en économie. En revanche, les données portant sur les milieux universitaires et ceux de la recherche, elles semblaient plus difficiles d'accès ou du moins mal répertoriées pour un accès en ligne. Ensuite, les données internationales auxquelles on a été confrontés étaient rarement en français, dans la mesure où ces rapports parcourus s'intéressaient aux données internationales. On a remarqué que la langue privilégiée était forcément l'anglais. Les rapports principaux, plus volumineux, plus détaillés, étaient toujours en anglais et les résumés ou les abrégés destinés à la presse pouvaient être en français ou en espagnol.
Donc, cet aspect limite, selon nous, le caractère universel de l'accès aux données sur les inégalités de genre. Ensuite, dans certains rapports, les femmes étaient considérées de facto comme un groupe dits marginalisés. Elles étaient associées, par exemple, dans le rapport de l'OCDE, elles étaient associées aux jeunes, aux seniors, aux chômeurs, comme une catégorie marginalisée. Donc, c'est une des lacunes qu'on a relevées. Ensuite, le PNUD fait aussi un mea culpa, si on peut dire, sur le manque de prise en compte des mœurs locales, comme l'a mentionné plus tôt Madame Kwasi Yao. Donc, selon le PNUD, les études sur les disparités de genre, elles doivent prendre en compte les dimensions régionales et locales. En effet, les interventions bien intentionnées ou les programmes risquent d'échouer si les décideuses et les décideurs ne prennent pas en compte les mœurs ancrées dans la société dans laquelle les programmes doivent se concrétiser. Autre lacune ou manque dans les rapports qu'on a consultés, le manque de considération de l'intersectionnalité. Aussi, certaines catégorisations manquaient finalement dans les rapports étudiés, posaient problème quant à leur pertinence ou à la rigidité. Les statistiques sur les jeunes, par exemple, les chômeurs ou les immigrants vont être publiées sans forcément capter le phénomène complexe de l'imbrication des facteurs multiples de discrimination. Donc, pourtant, il est étonnant parce qu'à la lecture de ces rapports, on a choisi ces rapports pour leur publication récente et l'intersectionnalité était un phénomène qui n'était pas aggravant finalement des inégalités qui n'étaient pas pris en compte. On l'a retrouvé seulement dans un rapport de l'Agence française de développement parce que les autrices sont issues de la communauté scientifique. Et on l'a également retrouvé, l'intersectionnalité, dans un rapport d'un organisme qui regroupe plusieurs ONG, parce que justement, ces ONG-là sont des regroupements féministes, donc qui considèrent que la prise en compte de l'intersectionnalité est un défi mondial qui doit être nécessairement finalement pris en compte pour la compréhension des inégalités de genre. Enfin, la dernière lacune se trouve dans les méthodologies et les collectes de données. Selon le PNUD, encore, les collectes sont parfois obsolètes et entachées de préjugés à l'égard des femmes. Certaines analyses, par exemple, vont interroger le chef de famille, qui est un homme, ou encore s'intéresser aux ménages plutôt qu'aux individus. Donc, on note également un manque de méthodologie uniformisée et de mise à jour régulière, finalement, sur les outils sensibilisés aux inégalités de genre. Donc, notons que tous les documents consultés relèvent humblement leurs limites méthodologiques et leurs incohérences. La question, finalement, de trouver un compromis entre une approche globale, holistique, multifactorielle, qui tiendrait compte des réalités de terrain et des spécifications régionales et culturelles demeure. La problématique des valeurs, des préjugés et des biais culturels inconscients, inhérentes finalement à la question des inégalités de genre, constitue une dimension difficilement saisissable et quantifiable. Donc, même si ces rapports, finalement, qu'on a consultés contiennent quelques lacunes qu'on vient de relever, il n'en demeure pas moins qu'ils permettent de brosser tout de même un portrait global des inégalités dans les 3 secteurs cruciaux du développement inclusif couverts par l'OFDIC, donc c'est-à-dire les milieux économiques, les systèmes éducatifs et le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, on passe à la dernière section qui sont justement les tendances globales des inégalités. Mais avant de plonger dans quelques données, on va juste aborder le fait que les 3 secteurs déterminés par l'OFDIC sont finalement pertinents et interreliés. En effet, les 3 grands pans sur lesquels se concentre l'OFDIC sont interreliés dans la mesure où l'accès à l'éducation est une condition sine qua non de l'autonomisation des femmes. La relation intégrée entre les secteurs éducatifs et économiques permet de comprendre que les inégalités en éducation se répercutent nécessairement dans celui du travail. Donc, ce sont les normes de genre négatives qui subsistent dans les sociétés qui introduisent les préjugés sexistes dans l'éducation. Ceci influence les attitudes des enseignantes et des enseignants ou encore le choix des matières ou de carrière pour les jeunes filles, restreignant leur choix dans le monde du travail. Par exemple, en favorisant le maintien des filles à l'école grâce à la réduction des stéréotypes de genre, des violences qui sont associées et à la sensibilisation des filles, mais aussi des garçons et des professeurs à une éducation à l'égalité,
nous aboutissons, selon l'Agence française de développement, à des effets bénéfiques dans le domaine de l'emploi. Par ailleurs, de la même manière que l'école a une incidence directe sur la poursuite des études universitaires et sur le travail, les femmes qui sont économiquement actives décident davantage de retarder leur mariage, de planifier une grossesse et d'avoir moins d'enfants. Ainsi, la pertinence finalement de cibler les milieux économiques, les systèmes éducatifs et le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche trouve toute sa justification et dans leurs interrelations respectives. Donc rapidement, un panorama. Oui. Donc, les inégalités en milieu éducatif. Donc là, finalement, on va retenir qu'à plus long terme, une mère instruite envoie ses filles à l'école plus longtemps et parallèlement, celles-ci sont influencées par le niveau d'éducation de leur mère et plus que par celui de leur père. Donc, dans le milieu académique, comme on vous a dit tout à l'heure, ce sont le domaine dans lequel on a trouvé le moins de données. Et autant au sein de l'Union européenne qu'en Afrique, le plafond de verre dans les études supérieures et le milieu de la recherche est encore présent dans tous les pays. Enfin, les inégalités en milieu économique, donc les tendances actuelles laissent penser qu'il faudra 202 ans pour combler l'écart économique entre les genres. D'ailleurs, à l'échelle mondiale, sur le plan du travail invisible, les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps au travail familial et domestique non rémunéré que les hommes, le travail invisible demeurant une variable finalement difficilement quantifiable et rarement mentionnée dans les rapports. Je vais laisser Marie conclure. Merci beaucoup, Zora. Comme vous pouvez voir, on a un premier état des lieux. On a dit un premier état des lieux, bref, mais la présentation reste quand même difficile à synthétiser parce que la mission qu'on s'est donnée clairement à l'Observatoire en est une qui est nécessaire. Et ce qu'on trouve intéressant de ce premier état des lieux, c'est que ça dresse justement un état du chemin qui reste à parcourir et j'espère qu'on vous a en tout cas donné le goût de plonger plus en détail dans ce travail-là qui a été fait. Comme je vous disais, le cahier de recherche sera bientôt disponible pour pouvoir nous rejoindre dans cet effort-là d'une analyse de l'état des données actuelles et aussi des propositions qu'on souhaite qui émergent dans l'équipe à l'Observatoire pour pouvoir justement mieux s'outiller en matière d'analyse des enjeux d'égalité, mais aussi le développement des actions en faveur de la résolution de ces défis-là. Merci beaucoup.